Bonjour à tout le monde. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Tandem Expertise. Alors, le dernier était déjà avec Tandem Expertise sur le sujet des erreurs sur les bulletins de salaire. Alors là, on est un peu dans la lignée, sauf qu'on va parler NAO et négociations sur les salaires, sur les rémunérations, le partage de la valeur ajoutée. Alors, on est d'accord, on est un peu en fin de cycle des NAO. Toujours est-il, on va le voir, et c'est un peu le fil rouge qu'on va avoir dans cette petite heure et demie qu'on vous propose, c'est que la négociation, les argumentations sur la notion de rémunération, c'est une quête permanente d'informations diverses, et ça ne s'arrête pas simplement à l'échéance des NAO, ça se prépare bien en amont, et on a cette idée de voir un peu quelles sources d'informations il fait récolter et comment s'en servir. Donc, merci à Tandem de porter cette rencontre avec toi, Julien, qui est le président de Tandem. Nathalie, tu es consultante chez Tandem et experte sur les sujets des rémunérations et de salaire. Donc, on va avoir une première partie où Julien et Nathalie vont nous présenter un peu leur approche du sujet, aussi avec des bases pratiques et aussi en termes de méthodologie et de partage de pratiques. Donc, ça va permettre de poser le sujet pendant 20 minutes, on va dire. Et ensuite, on aura donc Laure Trincal qui représente la CFE-CGC Michelin, Stéphane Baron qui représente FO chez Leroy Merlin et Bruno Henry qui représente le SICTAM UNSA chez Total Énergie. Et donc, tous les trois vont nous apporter du concret, du retour terrain, de l'expérience terrain sur leurs négociations respectives, comment elles se sont passées et qu'est-ce que ça amène comme retour d'expérience. Donc, merci à tout le monde, merci à votre participation. Vous êtes nombreux dans la salle, donc n'hésitez pas à interagir, à dire ce que vous avez gagné, ce que vous avez perdu, ce que vous n'avez pas obtenu, les gagnants, les perdants de vos négos respectifs. Ça peut être intéressant de les partager dans la salle, de questionner l'ensemble des interventions. On y accorde une grande importance et donc n'hésitez pas dans le chat à interagir. Donc on va commencer avec toi, Julien. Donc si tu nous un peu les conditions qui amènent Tandem à porter cette rencontre et le contexte. D'accord. Déjà, bonjour à tous pour tous ceux qui se connectent. Donc effectivement, avec Rodolphe, on avait évoqué la possibilité d'animer ce webinaire parce que c'est vrai que c'est des sujets évidemment d'actualité importante. Alors évidemment, notamment en ce début d'année par rapport aux périodes de NAO, là pour le coup, je veux dire chaque année, c'est un peu la même situation. Maintenant, est-ce que d'ailleurs toutes les NAO sont terminées? Peut-être pas encore, certaines sont un peu décalées, donc on peut espérer que peut-être ce webinaire viendra alimenter quelques réflexions complémentaires. Bon, en tout cas, nous, pourquoi c'est un sujet qui nous porte, qui nous tient à cœur? Parce qu'effectivement, évidemment, aujourd'hui, on a quand même un contexte de tension salariale important qu'on ressent dans les différentes entreprises, avec les délégués syndicaux avec qui on évoque ou les représentants du personnel. Et ça, évidemment, sans revenir sur tous les points, sujets, les motifs inhérents à ces tensions salariales, peut-être évoquer peut-être trois principaux, en tout cas, qu'on peut avoir en tête. Évidemment, aujourd'hui, une inflation très importante qui, depuis l'automne dernier, ne cesse de s'accroître, avec évidemment un impact important de l'énergie, d'autant plus aujourd'hui compte tenu du sujet de l'Ukraine. Enfin, c'était un sujet qui prévalait déjà antérieurement, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même une inflation très, très élevée, donc ça tend évidemment à accroître ces tensions salariales. Bon, il y a certains secteurs d'activité qui souffrent aussi d'une relative, je parle relative parce que c'est pas toujours très évident à mesurer précisément, mais d'une relative pénurie d'effectifs dans certains cadres, certains secteurs, certaines branches, disons. Et là, effectivement, mécaniquement, j'ai envie de dire, ça conduit effectivement à aussi accroître les revendications salariales inévitablement derrière ces secteurs d'activité en relative pénurie. Et puis, peut-être globalement aussi, on peut estimer que peut-être, notamment là, en sortie de crise sanitaire, il y a peut-être des revendications et des demandes importantes qui renaissent, qui avaient peut-être été mises entre parenthèses compte tenu justement de cette difficulté de cette crise sanitaire et qui réémergent aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, a fortiori, parce qu'il y a finalement aussi un contexte qui est important de redressement des marges et des résultats, d'activité des marges et des résultats pour les entreprises, même si on sait qu'il y a encore certaines entreprises qui sont encore impactées par certaines
pénurie ou difficulté d'approvisionnement, mais néanmoins, il y a quand même globalement une croissance qui est prévue, du PIB, par exemple, de encore 6% pour cette année. Et il y a effectivement, on constate quand même que malgré tout, beaucoup d'entreprises redressent leurs marges, leur activité, leurs résultats. Il y a une trésorerie qui se reconstitue, etc., etc. Bon, par ailleurs, il y a aussi un contexte depuis plusieurs années d'allègement d'impôts, de baisse d'impôts. Alors, on parle de l'IS, notamment l'impôt sur les sociétés, parce que c'est quand même assez important. Sur la dernière mandature du président Macron, on a quand même effectivement une baisse de 33 à 25% du taux d'IS, c'est quand même pas négligeable. Et puis, par ailleurs, effectivement, un certain nombre d'impôts de production, on ne va pas revenir en détail, mais il y a quand même ce contexte, finalement, toile de fond, qui est quand même plutôt favorable aux entreprises par ailleurs. Et puis, il y a aussi certainement une forme de saturation autour de ce qui est vécu aujourd'hui comme des formes un peu d'inégalité ou d'iniquité importantes à travers des écarts de salaire. On l'évoque souvent sous la forme de l'égalité professionnelle, et à raison, parce qu'il y a encore évidemment des écarts majeurs, mais quoi qu'il arrive, il y a quand même des écarts importants entre les plus hautes rémunérations et les plus basses, et ces écarts-là s'accroissent, et globalement sont aujourd'hui peut-être de plus en plus mal vécus autour de ces thématiques-là. Il faut à un moment ou à un autre, y compris que les plus modestes puissent à un moment ou à un autre bénéficier effectivement de ces fruits de retour à la croissance, c'est le cas, ou en tout cas de redressement des résultats des entreprises. Donc tout ça, en fait, concourt un peu à une forme de période ouverte, de fenêtre, un peu d'opportunité, finalement, pour une forme un peu, ce que nous, en tout cas, on peut identifier comme une forme un peu de revanche salariale, si vous voulez, parce que le constat qu'on peut faire, c'est que malgré tout, on est sous cette forme un peu de modération salariale, de gel, depuis maintenant pratiquement 15 ans. J'ai envie de dire, depuis la crise de 2008-2009, on a un peu le sentiment qu'il y a eu quand même une difficulté à avoir des niveaux d'augmentation salariale assez significatifs dans l'entreprise. Et ça, quelque part, je pense qu'il y a une forme un peu de saturation de cette période de gel. Donc, on accumule un peu cette frustration depuis de nombreuses années. Et maintenant qu'on a l'opportunité de pouvoir en sortir, j'ai envie de dire, c'est normal que les revendications soient exacerbées aujourd'hui. Surtout qu'en plus, on sort quand même de 2 ans de distribution importante, d'accompagnement important des entreprises dans le cadre effectivement de cette crise sanitaire, indéniablement, et que accompagner les entreprises, c'était certainement utile et important. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, il faut pouvoir peut-être accompagner les salariés au-delà des entreprises, parce qu'effectivement, c'est aussi évidemment un point essentiel. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, peut-être qu'il y a une période où on considère un peu place aux salariés, après place aux entreprises. Donc, maintenant, une fois qu'on a un peu ce contexte, effectivement, la question se pose sur comment structurer finalement les NAO. On parle de sous-tension, mais comment les structurer pour répondre un peu à ces objectifs, ces revendications. Quels sont peut-être les points d'attention, en tout cas, qu'on peut avoir, de vigilance à avoir lors de ces négociations. Et c'est le point justement que va pouvoir dans quelques instants développer avec quelques illustrations Nathalie sur quelques sujets, sur la manière dont on peut aborder les points dans le cadre des échanges que l'on a avec les représentants syndicaux et les IRP de manière générale. Mais on peut déjà effectivement citer 2 ou 3 sujets d'importance à avoir en tête. D'une part, évidemment, l'évolution du SMIC récemment. Alors, vous allez me dire évolution mécanique peut-être du SMIC ces derniers temps. On ne peut pas parler de coup de pouce complémentaire, mais malgré tout, effectivement, en lien avec notamment cette incidence pour partie de l'inflation, mais pas que. Il y a aussi d'autres critères à prendre en compte. Mais on voit qu'il y a quand même une évolution importante du SMIC ces 6 derniers mois. On a quand même 2 évolutions majeures. Il y en a une 3e qui se prépare à très court terme, qui devrait sortir prochainement. Et ça, quelque part, le point de vigilance qu'on peut avoir, c'est une manière d'indiquer que dans les négociations, de demander aujourd'hui des augmentations qui seraient entre guillemets d'ores et déjà pour certains métiers ou certaines activités rattrapées par un effet mécanique de la branche, il faut quand même en tenir compte pour avoir peut-être un peu plus que ce qui est, je vais dire finalement déjà dû par un effet légal classique. Bon, il y a effectivement aussi une attention forte, effectivement, de règlement des sujets aujourd'hui qu'on pressent, qu'on sent, d'où le thème, si vous voulez, du webinaire, en tout cas qu'on estimait important, sur le caractère un peu de l'exonération, si vous voulez, des différents sujets, à travers notamment les primes. On a de plus en plus recours à des mécanismes un peu de primes, PEPA, inflation, divers et variés, qui évidemment sont certainement utiles dans un très court terme de logique de pouvoir d'achat,
mais qui pose quand même immanquablement quand même des questions sur le déséquilibre finalement à moyen terme des régimes assurantiels. Ça vient déstabiliser finalement un peu ces régimes assurantiels puisque désocialisés, puisqu'effectivement on a effectivement derrière également une défiscalisation. Et là, pour le coup, on l'évoque pour les salariés, mais aussi pour les entreprises. C'est aussi des sujets importants à tenir en compte. Donc ça aussi, c'est des points de vigilance à avoir dans le cas des NAO, toutes ces primes par ailleurs. Merci Julien. Je finis sur un point. Donc, effectivement, il y a un sujet autour des allégements de charges. C'est sûr que c'est aussi un point important. Donc, Nathalie reviendra. Et donc, globalement, je dirais que si je finis sur ce point, c'est sûr que pour les NAO, en tout cas, ce qui est notre point de vue, c'est qu'il faut que les délégués syndicaux, notamment, puissent négocier en connaissance de cause. Par rapport à la connaissance de la situation de l'entreprise, c'est indéniable. Par rapport au contexte actuel particulier d'inflation, etc., c'est indéniable. Mais également en connaissance de cause, connaissance tout court, à travers la disposer de l'information qu'on estime pertinente et utile pour pouvoir mener correctement ces négociations. Voilà, donc j'ai probablement été encore trop long, mais voilà, c'était dans cette logique effectivement de contexte et de décor que, en tout cas, on estime important de pouvoir intervenir dans le cadre de ce webinaire et puis de ce qu'on pratique dans le cadre des expertises auprès des différents CSE dans les entreprises. Voilà. J'en ai fini, Rodolphe. Non, merci Julien. De toute façon, tu auras l'occasion de rebondir sur des interventions, sur les interventions. Donc, Nathalie, à toi la main. Et donc, tu vas justement étayer, développer ce qu'a pu dire Julien sur le fait que quand on parle de rémunération, c'est une masse d'informations énorme à appréhender. Et comme le dit Julien, c'est quelles sont les pertinentes et un peu les petites lignes que tu nous proposes de suivre pour y voir plus clair. Voilà, effectivement. Bonjour à tous. Merci Rodolphe. Merci Julien. Donc, quelques mots sur les NAO. Ça va être nécessairement une présentation forcément un petit peu rapide. On aura l'occasion dans les échanges après cette présentation d'y revenir et de développer certains points. Pour commencer, alors pour beaucoup d'entre vous, c'est très connu, mais peut-être pas pour tout le monde, juste pour se resituer où est la NAO dans le panel des attributions des représentants du personnel. Donc, je ne vous apprends rien si je vous dis que vous avez 3 consultations obligatoires annuelles, la situation économique, politique, sociale, orientation stratégique, et qu'en parallèle, on a également 3 négociations obligatoires qui sont organisées chaque année ou tous les 3 ans pour la GPEC, sauf si on a négocier des temporalités différentes, mais on voit finalement assez peu. Donc, c'est ici que se situe cette négociation sur les salaires. Elle s'appelle en fait rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée. Et il faut bien voir qu'elle est en droite ligne de la consultation sur la situation économique et financière, mais également sur la politique sociale. 2 consultations qui auront permis aux représentants du personnel d'approfondir leur connaissance de l'entreprise, des salaires versés, de la situation économique, enfin de tous les équilibres sociaux et financiers qu'il est important d'appréhender quand on s'engage dans la NAO. Donc cette négociation se déroule chaque année. Un résumé très très rapide des principaux points de cadrage de la négociation. Alors, elle s'est enrichie, cette négociation. C'était la NAO salaire, c'était un rituel depuis des années. Aujourd'hui, elle s'est un peu complexifiée, elle s'est insérée dans tout un ensemble de négociations obligatoires. Néanmoins, donc, elle porte sur, c'est le premier carré, elle porte sur les rémunérations, donc c'est les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Donc, le partage de la valeur, on va y revenir avec toutes sortes de dispositifs aujourd'hui qui sont largement développés, enfin, en tout cas qui ont tendance parfois à remplacer les éléments de salaire. Que sont les salaires effectifs? C'est un point qui est important à avoir en tête. Les salaires effectifs, ce sont l'ensemble des salaires bruts versés dans l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle le haut de bulletin. Donc, tout ce qui est dans le haut de bulletin va constituer la rémunération brute. Donc, c'est du fixe, c'est des primes, c'est tout ce qui est dans le haut de bulletin, c'est ça qu'on appelle les salaires effectifs. Et c'est là-dessus que va porter la négociation. Ça veut dire qu'elle va porter à la fois sur des éléments fixes, mais également potentiellement sur des éléments variables. Après, bien entendu, des augmentations de salaire fixe sont
évidemment largement préférables puisqu'elles sont acquises pour les salariés, mais ça, c'est un tout autre sujet. La négociation se déroule tous les ans, au plus tard dans les 12 mois. C'est pas suivant la précédente négociation, c'est suivant la date d'ouverture de la précédente négociation. Si la précédente négociation avait duré 3-4 mois, évidemment, on ne va pas rouvrir la suivante 3-4 mois après la fin. Sinon, petit à petit, on finirait par sauter une année. Donc, c'est bien de date d'ouverture à date d'ouverture, 12 mois. La négociation va se dérouler au niveau de l'entreprise, mais peut être au niveau groupe, UES, établissement, suivant les cas, c'est grave, mais ça peut se faire. Elle est obligatoire, on n'est pas obligé de conclure, mais on est obligé de négocier. Il peut y avoir des pénalités en cas d'absence de négociation. 10% des allègements de cotisation peuvent être pris au titre de pénalité, et ça peut être même 100% en cas de nouveaux manquements sur une période de 6 ans, une sorte de récidive. Bon, on le voit rarement, jamais d'ailleurs, mais néanmoins, sachez que ça existe. Tant que la négociation est en cours, ça c'est important, aucune mesure unilatérale ne peut être mise en œuvre par la direction qui influerait le collectif de salariés. Ça veut dire que pendant la négociation, elle peut continuer à faire des choses, bien entendu, promouvoir un salarié, distribuer une prime, tout ça c'est possible. En revanche, elle ne peut pas, au cours de la négociation, distribuer une prime à tous les salariés, par exemple. Ça serait une entrave au cours normal de la négociation. Bon, il faut que ça soit un accord majoritaire. On est en bas à gauche. Je suis désolée parce que je crois que vous ne voyez pas ma souris quand je montre. Mais... Donc, l'accord doit être majoritaire. La négociation doit concerner, alors, 2 points tactiques extrêmement importants. La négociation, en premier lieu, doit concerner l'ensemble des salariés. Donc, je vous apprends rien si je vous dis que dans une entreprise, on va avoir des salariés de différentes catégories, de différents métiers, de différents établissements. La négociation doit concerner tous les salariés. Alors, certains salariés peuvent être concernés par plutôt des augmentations individuelles, d'autres des augmentations collectives. On a toutes sortes de choses. Néanmoins, le fait de se dire on négocie pour tous les salariés, peut-être que certains, en fait, seront concernés par des dispositifs individuels totalement en dehors des NAO. Néanmoins, c'est l'opportunité de demander des informations sur la situation de tous les salariés, y compris la direction, le comité de direction, y compris, voilà, tous ceux qui sont couverts par le périmètre de négociation sont concernés par la négociation. Il y a même une jurisprudence sur ce sujet. Tous sont concernés par la négociation, donc on peut demander des informations sur tous ces salariés, quelle que soit leur situation, et y compris si ce sont des hauts salaires. Le détail, la question des mesures individuelles ou des mesures collectives. Alors, c'est une question qui est très intéressante puisque on a dans beaucoup d'entreprises un grand nombre de salariés qui sont concernés plutôt par des augmentations individuelles de salaire et on a l'impression que finalement, elles échappent totalement à la négociation. D'une certaine manière, oui, elles échappent à la négociation. Néanmoins, l'entreprise est obligée, et là c'est un petit peu complexe, mais c'est très important, d'informer dans le cadre de la négociation, sur l'impact, l'incidence de ces mesures individuelles sur la masse salariale. C'est-à-dire qu'elle a tout à fait le droit d'attribuer une prime, une augmentation individuelle, etc. Ça, c'est le pouvoir de direction. Néanmoins, elle doit expliquer globalement quel est le poids de ces mesures individuelles et combien elle a consacré dans la masse salariale à ces mesures individuelles. Et vous voyez que là aussi, c'est une opportunité tactique de bien avoir en tête les montants, les sommes qui sont consacrées à toutes ces mesures. Alors, quand on discute, on le disait au début, salaire effectif, c'est les éléments bruts, mais il y a aussi tout le reste qui peut être convoqué par les directions d'entreprise pour répondre à des revendications de pouvoir d'achat. Donc, on a essayé de classer un peu tous les éléments de rémunération, et ils n'y sont pas tous, mais enfin, disons les principaux et puis dans les grandes lignes. Alors, à gauche, la partie gauche, tous les éléments qui sont soumis à cotisation, qui sont soumis à l'impôt, on appelle ça fiscalisé, et soumis à cotisation, on dit socialisé. Et à droite, on va avoir tous les éléments
qui ne sont pas soumis à cotisation ou avec des systèmes de plafond un peu compliqués, mais globalement non soumis, et donc qui échappent à la question du salaire effectif. En bas, on va avoir les éléments collectifs et en haut, les éléments individuels. Donc, je vais pas détailler l'ensemble, mais vous voyez bien le principe. On a, par exemple, le salaire de base, le salaire fixe. On peut avoir des 13e mois, on peut avoir diverses primes. Tout ça, c'est souvent collectif. Et puis, plus individuel, on a des bonus, des variables, des primes exceptionnelles. Bon, tout ça, c'est du salaire brut. Ça veut dire que c'est soumis à cotisation. Ça vient peser favorablement pour la retraite ou les cotisations chômage. À droite, on a d'autres éléments qui sont non soumis. On a les attributions d'actions gratuites, par exemple, et puis en bas, on a un foisonnement de mesures, et je dis un foisonnement parce qu'il y en a de plus en plus. Alors, il y a tout ce qui va concerner intéressement, participation, abondement, mais également le transport, les questions de mutuelle prévoyance, les CESU, et puis on voit arriver maintenant la prime inflation qui a été versée en fait par l'État, et puis la prime PEPA. Et donc, on voit là émerger deux grandes tendances qui sont très structurantes pour la gestion des rémunérations. D'une part, la flèche de gauche qui monte. Alors, je ne peux pas montrer, excusez-moi, mais vous voyez, c'est qu'on va vers toujours plus d'individualisation, et ça, vous devez le sentir dans toutes vos entreprises. De plus en plus, les entreprises cherchent à individualiser les salaires, les variables et les augmentations. Et puis, d'un autre côté, on a aussi une tendance vers toujours plus, c'est la flèche du bas, d'éléments de dispositifs non soumis à cotisation ou défiscalisés, dans le but de répondre à des problématiques de pouvoir d'achat, mais c'est des solutions qui sont, on peut dire, un peu dégradées dans la mesure où c'est peut-être du pouvoir d'achat immédiat, mais ça ne sera pas à long terme un impact positif, par exemple, sur la retraite, sur le financement du chômage et globalement de tous les systèmes sociaux. On a un autre point qui est important, un petit peu technique, excusez-moi, mais je vais quand même l'expliquer rapidement. C'est la question des allègements de cotisation bas salaire, qu'on appelait avant les allègements Fillon, qui s'appelle maintenant la réduction générale de cotisation. C'est un dispositif qui est assez ancien, qui vise à réduire en fonction du SMIC, entre 1 et 1,6 SMIC, l'ensemble des cotisations patronales. Par-dessus, on a eu une réduction générale des cotisations maladie patronales jusqu'à 2,5 SMIC et les allocations familiales jusqu'à 3,5 SMIC. L'ensemble de ces allègements qui bénéficient aux entreprises, et j'insiste aux entreprises, conduit à avoir des taux de cotisation patronale effectifs qui sont nuls quand on est au niveau du SMIC. Il n'y a plus de cotisation patronale au niveau de 1 SMIC. Quand on dit 1, c'est 1 SMIC. Quand on dit 1,9, c'est une rémunération de 1,9 fois le SMIC. Voilà comment se lit ce tableau. Et donc, ce que vous constatez, c'est que les cotisations patronales théoriques, c'est 40, 41, 42%. Suivant les catégories de salariés. Et les cotisations patronales réelles, c'est de 0 à 40%, mais il faut attendre 3,5 SMIC pour retrouver le taux de cotisation complet. Donc, toute cette zone entre les deux, eh bien, c'est de l'État qui vient subventionner, en quelque sorte, l'emploi dans les entreprises. Donc, c'est une aide extrêmement importante qui est apportée à toutes les entreprises sur les salaires jusqu'à 2,5 SMIC majorité. Il faut bien savoir que dans le même temps, les salariés n'ont pas d'allègement de cotisation, y compris les salariés qui sont rémunérés au SMIC. Ils payent leurs cotisations entièrement sans allègement particulier. Qu'on a également ce qu'on appelle des risques de trappe à bas salaire, puisque vous comprenez bien que si vous êtes payé à 1,1 fois le SMIC, et que votre employeur augmente votre salaire, eh bien non seulement il va payer votre augmentation, mais en plus, il va avoir une augmentation des cotisations patronales. Et du coup, il n'est pas encouragé, et c'est absolument dévastateur, il n'est pas encouragé à attribuer des augmentations du coup de salaire. Et puis, autre phénomène qui est très, très important en ce moment, c'est que les hausses du SMIC peuvent également conduire finalement à des hausses des allègements pour les entreprises, puisqu'on a ce phénomène dans beaucoup de branches
où on a le SMIC qui a rattrapé de nombreux salariés et de nombreux niveaux de classification. Et vous comprenez bien que quand le SMIC augmente, des salariés qui étaient rémunérés, par exemple, 1,2 SMIC, si le SMIC augmente, se retrouvent rémunérés, par exemple, 1,1 SMIC, et du coup, leurs cotisations patronales sont abaissées pour les entreprises. Donc ça, c'est un effet un peu parallèle de la hausse du SMIC, mais qui nous semble extrêmement important. Alors, on va quand même aborder les négociations maintenant, les NAO. Un petit point d'abord sur les grands enjeux de méthode. Je ne vais pas le reprendre entièrement, mais il est toujours important au début de négociation de s'interroger sur les enjeux, le contexte dans lequel on se trouve, les attentes des salariés que l'on représente, de réfléchir au champ des possibles. Le champ des possibles, c'est tout le type de mesures qu'on pourrait imaginer. Est-ce que les augmentations générales, individuelles, est-ce que des primes, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Il y a toutes sortes de mesures qui peuvent être possibles. Il est important de chiffrer toutes ces mesures, combien elles rapporteraient aux salariés, combien elles coûteraient. C'est pas du tout pour se brider, pour se dire, oh là là, il ne faut pas qu'on demande ça, au contraire, c'est pour justement renforcer ces arguments et se dire, on peut y aller, cette mesure, il faut la pousser. Et puis ensuite, de préparer ces revendications et de les porter dans les réunions. Donc, il y a un travail important à faire sur les informations. Rodolphe le rappelait, une négociation, la NAO, souvent, il est bon de l'avoir un petit peu en tête toute l'année, parce que finalement, c'est un peu toute l'année qu'on va être amené à collecter des informations qui peuvent être utiles de rappeler en NAO. C'est aussi toute l'année que vous pouvez être face à des salariés qui ont des réclamations, et donc ça porte à votre connaissance toutes sortes de situations qui peuvent être très importantes. Et autre point, c'est aussi toute l'année que vous pouvez vous trouver en situation d'interroger la direction sur le fonctionnement du système de rémunération. J'insiste, dans beaucoup d'entreprises, on a des fonctionnements avec des systèmes très sophistiqués, techniques, avec un fort niveau d'individualisation, qu'il est très utile de bien connaître, comment ils sont liés à l'évaluation, au fonctionnement. Il y a beaucoup d'entreprises, on a des systèmes avec des positionnements marchés, ce qu'on appelle des benchmarks, qui viennent encadrer en fait la gestion des rémunérations dans l'entreprise. Ces systèmes sont complexes et il est très important de saisir toutes les occasions toute l'année pour comprendre et appréhender le fonctionnement de votre système de rémunération. Alors, un petit exemple de chiffrage, un exemple réel. Vous vous doutez que je ne vous dirai pas quelle entreprise il s'agit, mais un exemple tiré d'une de nos missions. Donc, on est dans je peux vous dire quand même qu'on est dans le commerce, puisqu'il y a des magasins. Donc, on a des magasins, de la logistique et puis une activité de siège. Donc, voilà une présentation d'informations qui peut être très utile et qui est finalement assez simple à faire et qui peut vous être utile. Vous essayez de collecter globalement la masse salariale. Alors, c'est très ennuyeux que je ne puisse pas pointer. Donc, la ligne qui s'appelle total, c'est globalement la masse salariale dans cette entreprise. Donc, 71 millions d'euros, c'est à peu près la masse salariale globale, qui se répartit en 60 millions de salaires fixes et 10 millions de rémunérations variables. Vous avez l'effectif au-dessus et vous avez, par catégorie, la répartition fixe variable en masse. On n'est pas sur des salaires moyens ou mini ou maxi, on est vraiment en masse. Et à partir de ces salaires en masse, on va commencer à voir des choses qui sont très utiles. Par exemple, dans les magasins, on a 1980 salariés qui perçoivent en ETP 41 millions de salaires fixes. Mais en fait, ces salariés, ils sont majoritairement, pour 2/3 d'entre eux, à temps partiel. Donc, en fait, 1980 salariés en ETP, c'est 2800 salariés physiques, personnes physiques, qui perçoivent des salaires mensuels de 2200 €, donc inférieurs au SMIC, ce qui est logique, qu'ils sont à temps partiel. Et vous voyez, des salaires très faibles. Et dans le même temps, on a 7 cadres de la direction générale, c'est pour ça que je vous disais important de se dire, on négocie pour tout le monde, y compris pour la direction générale. Bien entendu, ils n'ont pas besoin de l'aide de qui que ce soit pour négocier leur rémunération. Néanmoins, les informations sont intéressantes. C'est-à-dire que pour ces 7 cadres, c'est 3 600 000 €
de rémunération totale qui a été versée, soit un salaire moyen mensuel de 43 000 euros. Donc, on est dans un autre monde, là, clairement. Et c'est appréhender ainsi la distribution de la masse salariale, c'est vous donner l'opportunité de préparer, par exemple, des tracts, des communications auprès des salariés ou de chiffrer vos revendications. Alors, un exemple de chiffrage, et c'est ma dernière page, je laisse la place ensuite au débat. Donc, un exemple de chiffrage. On reprend, alors je vais juste vous montrer comment on fait. On reprend notre masse des salaires fixes. Par exemple, 41 millions d'euros pour les salariés en magasin. Et on se dit, combien coûterait une augmentation de 2%? Si on appliquait 2%, eh bien, ça coûterait 822 000 euros. 822 000 euros. C'est une information qui est très importante. Déjà, c'est un montant qu'on peut mettre en relation avec d'autres montants dans l'entreprise. 822 000 euros, est-ce que c'est beaucoup? Donc là, on va commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est beaucoup par rapport aux dividendes qui ont été versés? Est-ce que c'est beaucoup par rapport à tous les dispositifs qu'on consacre à d'autres systèmes de rémunération? Est-ce que c'est beaucoup par rapport à la trésorerie ou aux résultats de l'entreprise? Ou par exemple, aux allègements de cotisation dont on parlait tout à l'heure, les anciens Fillon. Dans cette entreprise, 5,6 millions d'allègements de cotisation en 2020. Donc, vous voyez, les ordres de grandeur sont quand même tout à fait importants. Et donc, on va pouvoir ainsi, de manière assez simple, calculer quelle est l'augmentation quel est le coût de nos revendications, mais également quel est le coût des propositions de la direction. Vous demandez 4%, l'inflation est significative, elle revient avec 0,5, bien vous mettez 0,5 dans le petit tableau, et vous voyez que la direction vous propose généreusement 200 000 euros. Donc, voilà, de quoi argumenter. Et vous pourrez également illustrer le fait, qui est très important, que quand on augmente tout le monde le taux, 2% pour tout le monde, on creuse fortement les écarts. 2% rapporte 34 euros par mois pour un salarié magasin et 377 euros par mois pour un salarié de la direction générale. Donc, une différence qui est extrêmement importante. Ces calculs, vous pouvez les faire, ils sont très importants, ils permettent d'établir un rapport de force, c'est-à-dire d'appuyer des revendications, de se sentir solide aussi, puisqu'on a pu faire des calculs pour les étayer. C'est des informations que vous pouvez obtenir un peu dans l'année à différents moments. Vous pouvez obtenir lors des consultations annuelles sur les politiques sociales ou les situations économiques et financières, que vous pouvez demander à votre cabinet d'expertise comptable que vous mandatez de collecter également dans le cadre de ces expertises, que vous pouvez aussi tout simplement demander à la direction lors de la première réunion de négociation, c'est-à-dire lui dire, OK, la masse salariale, globalement, comment se répartit-elle entre les catégories? Voilà, donc là, c'était très rapide et c'était pour tracer les grandes lignes un petit peu de ce que pouvait être la préparation des négociations. Puisque la préparation des négociations, c'est bien du coup un raisonnement économique, mais il ne faut pas oublier, et on ne va pas traiter là, mais on traite évidemment d'habitude, mais que c'est aussi une réponse à des situations de rémunération dans des équipes, des services, des métiers, des pénibilités à prendre en compte, des questions de temps partiel abusif qu'il faut prendre en compte, et tous ces sujets d'équité qui sont nécessairement extrêmement importants et qu'il est du rôle des négociateurs, évidemment, de prendre en compte lors des négociations. Voilà, donc j'en ai terminé. J'espère que c'était pas trop rapide, que vous avez pu suivre, mais en tout cas, on peut revenir volontiers si vous avez des questions sur d'autres points. Et j'ai pas pu voir du tout les questions, donc je vais regarder maintenant. Merci Nathalie. Alors, il y en a un paquet. Alors,
Alors, je t'invite peut-être à en répondre. Enfin, moi, avant de passer la parole à te passer la parole, Laure, je rapatrie quelques petites questions quand même. Il y en a une d'Antoine sur la notion d'agenda pluriannuel de négociation. Il y en a beaucoup qui tournent autour de l'agenda, le calendrier. Et donc, la notion d'agenda pluriannuel, question posée. Et une question d'Olivier Solpic sur, je la pose là, comme ça, là, sur les primes. En fait, on va négocier en 2020 pour des primes en 2022, mais pour lui, il faudrait que ça soit finalisé avant l'automne 2021. Bon, bref, des incohérences et des contradictions dans les calendriers pour négocier au moment opportun. Et il y avait une question assez précise sur le fait, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur dans quelle mesure on peut demander des rouvertures de négociation au regard de l'inflation, du contexte qui évolue, et les accords qui prévoient des clauses de revoyure. Il y a une question qui est posée, dans quelle mesure on peut dénoncer un accord après qu'une une séance de revoyure soit un échec. Je ne sais pas si je suis très clair là. La question est posée. Échec de la clause de la revoyure, et donc on dénonce l'accord. Voilà. Je t'invite à regarder, et puis on pourra en remonter bien au fil. Laure, donc tu es délégué syndical chez Michelin, c'est pour la CFE-CGC, vous êtes le syndicat majoritaire chez Michelin. Chez Michelin, il y a eu un PV de désaccord sur la NAO 2022. Et alors, ce qui est intéressant avec le... Par contre, attends, je vais fermer la table. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà. Et pour répondre aux questions pratiques, normalement, la présentation qui vous était présentée, vous aviez un bouton télécharger. De toute façon, vous la recevrez en PDF, de toute façon, en fichier attaché à l'issue avec le compte-rendu du live de ce matin. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Donc, Laure, ce qui est intéressant dans le cas Michelin, donc PV de désaccord, comme ça a été souligné par Julien, avec une direction qui a mis l'accent sur les bas salaires, dans ce cas de la MILEPO, dans le cadre de la NAO. Ce qui est super intéressant avec votre cas CFE, c'est que vous avez obtenu une enveloppe de rattrapage par rapport aux médianes marché. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rattrapage, vous l'avez obtenu sur la base d'une enquête salaire, mais maison, propre à la CFE-CGC Michelin, que vous avez introduit il y a 10 ans. Vous avez un panel de 400 répondants. Et a priori, c'est une machine très intéressante, qui vous prend du temps, qui vous mobilise, mais qui est très intéressante pour peser, pour récupérer des informations que la direction n'est pas plus encline que ça à vous donner gentiment. Laure. Alors, oui, cette enquête salaire, c'est 400 répondants, c'est sur la dernière, mais à la période où l'entreprise était encore moins transparente sur les rémunérations, ça a pu monter beaucoup plus haut. Donc, ça date de la période où Michelin a introduit la méthode E comme référence des salaires. Alors, E, c'est un cabinet d'expertise qui leur donne une référence marché. Et ça permet à l'entreprise de toujours dire à un salarié, vous êtes au-dessus, en dessous de la médiane. Et dès que vous êtes un peu au-dessus, ça tasse vos augmentations individuelles, puisque, OK, vous avez performé, mais comme vous êtes déjà au-dessus du marché, vous comprenez bien que je ne peux pas vous décaler trop. Et c'était une espèce de boîte noire à l'origine pour le salarié. On lui disait simplement votre salaire est positionné de telle manière et on vous donnait une petite fourchette de 5% par rapport à une médiane E qu'on ne connaissait pas. Alors, c'était particulier quand même comme période. Parce qu'avec E, on avait réponse à tout. On pouvait aussi bien vous dire vous êtes très bon, mais tant pis, vous n'aurez rien. Vous n'êtes pas très bon, mais vous n'aurez pas grand-chose non plus. Et finalement, le premier travail qui a permis l'enquête salaire, c'est de calculer les médianes E. En récupérant les données des personnes et les positionnements que leur indiquait leur manager, on a fait un premier travail qui a été, voilà, regardez, grâce à l'échantillonnage et à la quantité de réponses qu'on a, on a réussi à calculer les médianes E sans acheter le panel, parce que le panel E, évidemment, un syndicat n'a pas les moyens de se l'offrir. C'est la difficulté. Donc, la première étape, ça a été ça. Ça a été regarder les médianes, voilà combien c'est, voilà à quoi on vous compare. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on a réussi à démontrer que Michelin payait une majorité de ses salariés 5% en dessous du marché. Donc, en faisant toutes les moyennes et avec un panel qui, je le répète, à la période où il n'y avait pas de transparence, ça mobilisait les gens parce qu'ils se disaient finalement c'est le seul moyen d'obtenir de l'info sur comment je suis payé, comment je me situe par rapport au marché, mes collègues, l'entreprise.
Et quand mon manager me dit « je ne peux pas t'augmenter plus », il n'y a qu'en regardant l'enquête CFE-CGC que je peux mesurer si c'est vrai ou pas. Et on a réussi à démontrer que Michelin, alors la première année, évidemment, ils ont dit « non, mais votre calcul, il n'est pas bon ». La deuxième année, ça a commencé à faire son chemin. Et ils ont fini par éditer ce qu'ils appellent une lettre en toute transparence. Donc maintenant, une fois par an, ils publient une information où on montre les salaires et les médianes marché auxquels on est comparé, et les médianes Michelin. Et il y avait une reconnaissance dedans du fait qu'on est en dessous. En particulier dans la partie du milieu, en fait, les classes entre guillemets moyennes. Ce n'est pas trop le cas sur les ouvriers. Ce n'est évidemment pas le cas sur les hauts salaires dans l'entreprise. Mais tous les collaborateurs et cadres moyens étaient concernés par des rémunérations inférieures au marché. Alors, ça nous a amené à porter cette revendication régulièrement. Michelin est une grande entreprise du CAC 40 qui fait des bénéfices importants. Il n'est pas normal qu'on paie les gens 5% en dessous du marché dans une entreprise qui devrait plutôt tirer le panel vers le haut. Et ce qui est quand même assez curieux, c'est qu'on ne l'a pas obtenu dans le cadre d'une NAO, le rattrapage des médianes salaires, mais dans le cadre d'une négociation de rupture conventionnelle collective, celle qui a été annoncée début 2021, où Michelin voulait supprimer jusqu'à 2300 postes. Et nous, on a dit, contrepartie, vous allez donner encore plus de travail aux personnes qui restent. Nous, on veut que vous occupiez des salariés qui restent. Ça suivait une NAO début 2021 qui était également un PV de désaccord. Puis là, pour le coup, aucune organisation syndicale ne s'était déclarée signataire puisque Michelin, début 2021, a proposé 0% d'augmentation pour les cadres avec simplement un budget de cours d'année pour les promotions et un petit peu de rattrapage de médiane sur les gens les plus décalés. Mais c'était 0,5% pour certains et 0 pour les autres. Alors, il y avait une enveloppe salariale. Alors, l'inflation était à 0% si on se reprojette à début 2021. Donc, il y avait une enveloppe limitée pour les cadres et les agents, qui était quand même pas très haut, c'était en dessous de 2%, mais rien pour les cadres. Le message, c'était rien pour les cadres. Donc, dans le cadre de la RCC, là, il y a eu, alors ça n'a pas été simple, ils n'ont pas sauté de joie dès le début de la négociation, ça a été un bras de fer, il y a eu des boycotts de réunions de négociation de notre part, mais on a obtenu que l'entreprise, enfin, accepte sur 2 ans d'aligner les cadres sur les fameuses médianes marché et. Alors après, on a négocié le principe, la façon dont ils l'ont appliqué, on est un peu moins d'accord, parce qu'ils sont allés chercher les salariés qui étaient très décalés, alors qu'ils auraient pu choisir d'augmenter un petit peu tout le monde. Rattraper une médiane, ça peut faire de plusieurs façons. Et je me permets d'intervenir. Alors, c'est aussi votre panel qui vous a permis de suivre l'application, la mise en place de la mesure. Tout à fait, puisque bien que la transparence, se soit améliorée avec ces fameuses lettres, nous, on continue à réaliser les enquêtes parce que dans ces enquêtes, on va segmenter qui a reçu quoi, de combien vous étiez décalé par la médiane et comment vous avez été augmenté en fonction de ces décalages. Et ça nous permet de vérifier la façon dont c'est distribué et qu'il y a une cohérence, une homogénéité. Et qu'il n'y a pas aussi des salariés qui reçoivent 0% plusieurs années de suite. Ouais. Alors, Laure, dans quelle mesure, comment vous appréhendez le fait, alors vous avez obtenu ça en amont, en amont de la NAO, dans le cadre, comme tu l'as dit, de la RCC, comment vous avez appréhendé le fait que la direction, dans le cadre de la NAO, cette fois, vous intègre, par exemple pour les cadres, ça représente 0,85%, vous l'intègre dans la NAO, que vous aviez négocié, obtenu auparavant dans le cadre de la RCC. Est-ce que pour toi, c'est un mélange des genres, ou par rapport à ce que disait Nathalie en disant l'approche globale, la direction est dans sa logique de dire on l'intègre dans la NAO. Alors, ça pose quand même un problème sur la NAO 2022, puisque en 2021, la question ne s'est pas posée, puisque la première période de rattrapage des médianes, qui était la plus coûteuse, la majorité du chemin a été faite l'année dernière, puisqu'ils sont montés à 98%. L'année dernière, la question ne s'est pas posée puisque le temps de négocier l'accord sur la RCC, ça s'est appliqué en juin. Donc, la NAO étant terminée fin janvier ou mi-février, il n'y a pas eu ce souci-là en 2021. Mais en 2022, ils arrivent en nous disant le budget de rattrapage, c'est dans la NAO.
Et nous, on leur dit, non, ça, on l'a acquis dans un autre accord. Donc, vous ne pouvez pas nous dire, voilà ce qu'on va donner au cadre. Alors, déjà, ça ne profite pas à tout le monde, il faut quand même bien le rappeler. Il n'y a que les gens très décalés qui vont en bénéficier. Et puis, on a eu droit à une deuxième curiosité aussi début 2022, c'est qu'on nous annonce une baisse des médianes marché. Et c'est la première année qu'on constate une baisse des médianes marché. Alors, dans un contexte en plus où les entreprises ont fait de gros bénéfices sur 2021 et Michelin en fait partie, c'est un petit peu difficile à avaler que sur une dizaine de niveaux et de catégories, la médiane baisse au moment où on doit la rattraper, où on doit s'aligner à 100%. Ok. Mais non, nous, d'ailleurs, dans nos publications CFE-CGC, on parle bien du budget attribué pour les augmentations individuelles, puisque la direction a aussi refusé d'attribuer une augmentation générale sur le collège cadre. Donc, il y a 0 d'augmentation générale, 1,8% d'augmentation individuelle, un petit budget pour les promotions en cours d'année qui, pareil, bénéficie à un petit nombre de personnes qui vont changer de poste, et qui suit encore une fois une année où toutes les personnes qui avaient performé dans l'entreprise, ils avaient atteint le niveau des médianes marché. Donc, tout cela, l'an dernier, ils ont eu 0. Et cette année, on leur annonce que ça va être en moyenne 1,8%. S'ils ne sont pas concernés par une promotion, et comme ils sont déjà à la médiane, ils ne sont pas concernés par les rattrapages, on a toute une partie de notre population cadre et collaborateurs qui est à risque d'avoir une deuxième année avec 0 d'augmentation. Dans un contexte d'inflation qui est quand même important, nous, on a estimé qu'il n'y avait vraiment pas de justice et on n'a pas souhaité signer la NAO. Et vous demandez une réouverture? Oui, nous demandons une réouverture, tout à fait. D'autant plus que l'inflation, et on l'a dit, ça, nous, dès le mois de janvier, on a dit c'est insuffisant et l'inflation, elle va continuer à augmenter. Et on le voit bien puisque le dernier chiffre qui a été publié, c'est 3,6%. On était avec 2,8 en janvier. Et encore une fois, que l'entreprise arrive en nous disant sacrifions les cadres pour donner un coup de pouce aux agents. Ça a déjà été fait l'an dernier. Donc, ça fait 2 années de suite. Et c'est assez nouveau parce qu'avant, Michelin faisait, entre guillemets, plutôt un peu l'inverse. Mais nous, on n'a jamais demandé à ce qu'il y ait des pourcentages d'augmentation différenciés par catégorie. On estime d'ailleurs que c'est même une façon d'opposer les populations pour faire passer, pour obtenir la signature d'une OS par rapport à une autre. Et si ça avait été un vrai coup de pouce aux agents, mais pour les agents, la proposition de l'entreprise, c'est 3,75%. Dans un contexte où l'inflation, elle est déjà arrivée à 3,6%, il n'y a pas de coup de pouce. Donc, on prétend préserver les bas salaires, mais on ne préserve rien du tout. Ah, je t'entends pas, Rodolphe. Pardon. Merci Laure. Je ne veux pas me faire déborder par le temps, donc on va garder en magasin la question sur l'intéressement et le côté un peu plus mondial parce que je voudrais garder un peu la maîtrise du temps. Donc, merci Laure. Donc, s'il y a des rebonds, Julien, Nathalie, avant de passer la parole à Stéphane. Oui, mais par rapport à ce que disait Laure, c'est hyper intéressant cette question de la gestion des rémunérations à travers des références marché, parce que ça pose aussi toute la question de l'équité des rémunérations. C'est-à-dire que finalement, on n'en vient plus à comparer, à se dire est-ce que le niveau de rémunération dans l'entreprise, les écarts constatés, ce qui justifie tel ou tel niveau est bon, mais uniquement est-ce que les autres entreprises de notre panel, on parle de panel de comparants ou de peer group, est-ce qu'ils rémunèrent leurs salariés à tel ou tel niveau? Du coup, on peut se trouver avec des médianes marché qui diminuent et des salariés mécaniquement qui se retrouvent au-dessus des médianes et donc on n'a plus besoin de les augmenter. Et ça pose des problèmes d'équité interne qui sont vraiment extrêmement importants. Et le deuxième point, c'est aussi que, en fait, quand même, la réalité, normalement, de la gestion des rémunérations, c'est quand même les conventions collectives, avec des niveaux, des coefficients ou des positions, enfin bref, suivant les conventions dans lesquelles vous êtes. Et qu'avec ces systèmes-là, on se retrouve avec des grades ou des bandes, ou enfin des choses comme ça, qui viennent organiser le pilotage des rémunérations et recouvrir les conventions collectives. C'est comme si on avait 2 réalités parallèles, en fait, qui coexistent. La réelle pour la gestion, et puis finalement, on continue à dire les conventions collectives, alors que c'est quand même la convention collective qui devrait
encadrer les écarts de salaire, et c'est fait pour ça, quoi. Voilà. Donc c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui parle de bande organisée. Et Laure, je ne te cache pas qu'il y a des personnes qui seront intéressées par un partage de votre méthode. Clé en main, la méthode CFE chez Michelin pour calculer les méthodes. Il y a des gens qui sont preneurs. Alors, Stéphane. Oui. Stéphane Baron, donc tu es responsable, enfin tu es délégué syndical FO chez Leroy Merlin. On va avoir un tout autre contexte. Alors Leroy Merlin, vous aussi, ça s'est pas traduit, enfin ça s'est traduit par un mouvement de grève. Vous étiez dans c'était en octobre-novembre, la NAO. C'est historique chez Leroy Merlin. Il y a eu 14 jours de grève, des entrepôts bloqués, un nombre de magasins important en débrayage. Pour la première fois, une intersyndicale. C'est le fait majeur qui vous a permis de peser. Et dans le contexte étant, et après je te laisse embrayer, c'est que dans une entreprise où les salaires de base nets étaient plutôt bas et que pendant longtemps la direction a mis en avant le fait de la redistribution de la performance via des primes, via l'intéressement qui était super intéressante, et ça allait très bien, sauf que quand les primes commencent à baisser comme c'est le cas actuellement, et ben là, la tension est forte et qui entraîne le mouvement qui a entraîné le fait que vous obteniez une avancée significative pour notamment les non-cadres. Stéphane, je te laisse commencer. Oui. Donc, la préparation de ces NAO cette année était ambitieuse. L'entreprise avait des résultats extraordinaires, uniques depuis plus de 35 ans. Et nous envisagions évidemment d'excellents résultats tant sur la partie rémunération que sur l'ensemble des revendications, des améliorations quotidiennes, des conditions de travail. Donc, c'était très intéressant d'écouter Nathalie parce que nous ne bénéficions pas encore de ce type d'accompagnement et il ne nous est pas toujours facile d'interpréter l'ensemble des documents qui nous sont fournis, que ce soit les liasses fiscales, les données sociales. Donc, nous travaillons chacun de notre côté avec les moyens qui nous sont, qui sont les nôtres, hein, c'est-à-dire pas d'expertise, pas d'accompagnement. Je crois je suis certain que nous n'avons jamais eu d'expertise. Il nous est très difficile Oui. Simplement, je me permets de préciser, Stéphane, le fait pourquoi vous n'avez pas d'expertise, pourquoi c'est compliqué chez Leroy Merlin, c'est une myriade de magasins et en fait, vous avez une majorité d'élus non syndiqués. C'est ça. Ils ne sont pas du tout convaincus par l'expertise et c'est à vous de faire le travail pour atteindre le consensus pour pouvoir faire voter des expertises vous permettre d'accéder à des informations. C'est un point important. Ouais. Complètement. Sur le CSEC, sur 18 élus titulaires, nous en avons à peu près 50% qui ne sont pas syndiqués, qui ne suivent pas de formation, qui ne sont pas dans ce cursus-là et qui ne voient pas l'intérêt d'un accompagnement pour préparer l'ensemble des négociations, et notamment celles des négociations annuelles obligatoires. Donc, elles sont, les données qui nous sont fournies toujours un peu tardivement. Elles sont lourdes à traiter et difficiles pour nous d'évaluer, comme l'a fait Nathalie sur son tableau, justement, les possibilités d'évaluation et les simulations qu'on peut faire. Nous en faisons, mais sans savoir véritablement vers où si nous sommes près du marché ou si nous ne le sommes pas. C'est assez difficile pour nous. Donc, lors des NAO, précédant les NAO, nous avions demandé la prime Macron seconde ligne, puisque nous avions quand même maintenu notre activité pendant les confinements, et ça avait été beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices de nombre de salariés de première ligne et de seconde ligne par la suite. Et l'entreprise a participé à la première prime, mais n'a pas souhaité abonder pour cette seconde prime. Donc, nous sentions déjà que c'était un peu difficile, mais nous sommes partis dans ces NAO et de suite, l'inflation annoncée par l'entreprise, d'après ses sources, était sur 1,8%. Nous étions sur les sources INSEE à peu près à 2,6%. Sur des négociations qui se sont terminées à peu près à 2%, donc avec un talon à 40 € brut qui n'a satisfait personne.
l'intervention de l'organisation majoritaire de l'entreprise, dévoilant les actions gratuites, les stock options et les RVI des cadres dirigeants, a mis un peu le feu aux poudres et a permis de lancer ce mouvement qui était donc unique, hein, jamais en 35 ans c'est arrivé, et qui a regroupé l'ensemble des organisations syndicales. Donc, comme le disait Rodolphe en préambule, 14 jours je perds mes mots, de débrayage, des entrepôts fermés, 68 magasins qui ont participé à ces débrayages, donc ce qui était vraiment unique en son genre. La plupart des médias, journaux, télévisés, Mediapart, et ainsi de suite. Donc, nous étions à peu près sur tout ce que nous pouvions animer sur le moment. Une cagnotte litchi qui a été mise en place, je tiens à le dire, parce que c'était quand même, on ne sait jamais, ça peut intéresser les gens, c'était quand même intéressant de le faire. Une organisation syndicale a mis en place une cagnotte litchi qui a permis de récupérer 8 400 € qu'on a pu reverser aux salariés, notamment des entrepôts, qui s'étaient mobilisés jour et nuit avec des organisations qui se relayaient en permanence pour tenir l'entrée de ces entrepôts. Et donc, en fait, ce mouvement de grève de 14 jours a fini donc sur un protocole de sortie de crise qui a permis une augmentation d'à peu près 25 € supplémentaires pour l'ensemble des salariés, en partant sur une base de 4% d'augmentation. Donc, on était loin des 2 proposés. Oui, Rodolphe ? Oui, non. D'accord, très bien, je croyais que tu voulais intervenir. Et donc, qui a permis d'arriver sur une moyenne à 65 €. Donc, il ne nous a pas satisfait, hein, bien évidemment. Nous étions très loin de ce que nous envisagions. On attendait un minimum à 80, voire plus. Bon, ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire. Ça nous a permis aussi, ça c'est un point très important dans cette négociation, cette sortie de crise, de mettre un point inflation au mois d'avril. Si donc l'inflation dépassait les 3%, l'entreprise s'était engagée à nous recevoir au mois d'avril pour justement revoir les salaires des salariés d'entreprise, sur cette base-là, ce différentiel. Donc, nous sommes vraiment très intéressés de voir si cet engagement va être tenu. Nous avons pu négocier aussi l'engagement de l'entreprise à ne pas poursuivre les salariés, notamment des entrepôts, qui s'étaient quand même très fortement mobilisés, il faut le reconnaître. Le mouvement a généré un intérêt vraiment fort, une reconnaissance forte des salariés, qui d'ailleurs nous permet de créer des sections à droite à gauche. Pour le coup, ça a vraiment un énorme bénéfice, un remerciement de l'ensemble des salariés. Oui, Rodolphe ? Oui, Stéphane, excuse-moi d'intervenir. Ok, ça a renforcé le collectif, mais d'une autre façon aussi, ce que disait aussi Laure, dans quelle mesure il y a une forme la direction joue un peu le côté divisé pour mieux régner, parce que vous avez obtenu quelque chose au terme de ce mouvement, mais la direction a décidé, au motif justement que la CFE-CGC n'avait pas participé au mouvement, que les cadres étaient sortis des mesures qui avaient été obtenues. Ce n'était pas votre demande, mais ce n'est pas forcément un gage de fédération du collectif, on va dire. Oui. C'est regrettable puisque nos revendications concernaient l'ensemble des salariés, évidemment. Et c'est lors de ce rendez-vous de sortie de crise que nous nous sommes aperçus que l'organisation de cadres ne souhaitait pas participer à cette négociation et s'est retrouvé, donc l'ensemble des cas se sont retrouvés exclus du bénéfice de ce mouvement. Oui, donc c'est fort malheureux, hein, mais à un moment, on n'avait pas trop le choix, il fallait que nous on poursuive. Et oui, voilà. Alors, tous les cadres n'y perdent pas, parce que, pour revenir
revenir sur le fait que vous n'avez pas d'accès à l'expertise, donc vous n'avez pas accès à certaines informations. Et notamment, tu me disais qu'il y a quand même 454 de Leroy Merlin qui se sont répartis 6 millions d'euros on va dire, revenus revenus variables d'intéressement. OK, vous avez cette somme, mais vous ne savez pas comment les modes de ventilation, etc. Vous êtes aveugle là-dessus. C'est ce qui rend les négociations compliquées, c'est que nous n'avons pas la moindre information. Les données qui nous sont communiquées par l'entreprise, ça là-dessus, il n'y a pas de souci, mais qui nous sont difficilement interprétables, voire pas interprétables du tout à nos niveaux respectifs, et qui ne nous permettent pas de construire justement une négociation aboutie, comme on a pu le voir dans la présentation de Nathalie, avec justement la partie cotisation, tranche, voilà, alors on essaye, on fait des simulations nous-mêmes, mais on est loin d'avoir cette expertise-là, évidemment. Nous sommes des logisticiens, des vendeurs, des conseillers, et ça rend notre négociation compliquée à mettre en place. Ouais. Merci Stéphane. Je me permets une petite aparté sur votre concurrent Castorama. Là, ils ont publié hier sur Miroir Social, ils sont en NAO et ça se passe pas super bien. Et il y avait un argument qu'ils mettaient en avant, c'est que l'enveloppe des NAO, elle représente moins de 50% des allégements de cotisation. Et bref, ça fait mal. Ça fait mal. Et comme vous, quand vous entendez les taux d'action gratuite, etc., dispatchés, etc. Donc, c'est des trucs qui sont susceptibles de mettre attiser un peu le feu. Voilà. Encore des rebonds sur l'intervention de Stéphane Oui, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et ça illustre aussi que dans votre secteur, il y a énormément de salariés qui sont proches du SMIC, que ce soit dans les activités logistiques ou en magasin, j'imagine, et peut-être aussi pas mal à temps partiel. Et ça peut être aussi, dans certaines mesures, un enjeu parfois de NAO aussi, d'essayer d'amener la question du temps de travail, parce qu'il y a des secteurs où clairement l'animation de la politique de rémunération repose en fait sur la gestion du temps de travail. C'est-à-dire qu'on va être embauché avec un petit temps partiel et votre salaire va progresser parce que vous allez gagner plus d'heures. Vous êtes embauché à 24 heures, vous réussissez à monter à 28, à 30, etc. Et vous allez enfin arriver au temps plein. En fait, vous n'avez jamais été augmenté, mais de fait, votre rémunération réelle va augmenter. Et donc ça, c'est un sujet qui est très important dans ces secteurs du commerce où on a beaucoup de temps partiel. Et effectivement, c'était une illustration de ce qu'on disait au début, de mettre en rapport toutes ces grandeurs, c'est-à-dire combien coûte une augmentation. L'exemple de Castorama, là, par exemple, ça représente la moitié des allègements de cotisation, mais combien par rapport au bonus, voilà. Mettre en relation toutes ces grandeurs, ça permet vraiment d'ouvrir les yeux. Souvent, on t'a perdu, Nathalie. Vous m'avez perdu? Non. Ah bon Pas chez moi. Très bien. Il y a un étage entre Julien et moi, ça a l'air. Voilà. Non, mais en fait, suite à ces à cette sortie de crise, au préalable, nous avions dénoncé tous ensemble. C'est vrai que ça, c'est assez exceptionnel chez Leroy Merlin. C'est une énorme avancée que les 4 organisations principales représentatives aient pu s'entendre. Nous avons pu dénoncer notre accord sur le temps de travail, justement, et commencer à sonder chacun de son côté les salariés pour revoir justement ces temps partiels, pour revoir la modulation du temps de travail, les annualisations. Nous avons pu aussi, du coup, pour le coup, c'est important à dire, renégocier, ouvrir des négociations sur les fourchettes de rémunération, sur le dialogue social, qui n'est pas toujours simple chez Leroy Merlin, et sur des accords spécifiques des primes pour les entrepôts, qui étaient jusqu'alors extraits des primes de résultats de l'entreprise. Donc là-dessus, il y a des chantiers qui sont ouverts. Voilà, c'est une bonne chose et une grande avancée, cette renégociation, ce point inflation au mois d'avril, puisque nous sommes largement au-dessus des 3%, donc on va pouvoir envisager quelque chose. Ça n'aurait jamais pu se faire si les 4 organisations ne s'étaient pas associées, et ça, il faut... je l'ai dit 2-3 fois, mais je le dis encore une fois, c'est vraiment exceptionnel et c'est très intéressant pour nous. Stéphane, une petite précision qui est posée par rapport au fait que les cadres étaient sortis. Est-ce que la CFE-CGC, c'est Leroy Merlin, c'est le seul syndicat représentatif chez les cadres? Oui. Ok.
D'accord. Quand bien même vous avez des cadres en magasin aussi. Mais pour l'autant, pas Oui, vous. oui, oui, nous avons, oui. En général, mais voilà, oui, c'est la seule organisation et très, très peu représentée, quoi. C'est, Ok. voilà, la grande distribution et le syndicalisme, c'est une grande histoire. Merci Stéphane. Merci à vous. Hein, Bruno. cette première. Merci à toi. Bruno Henry, Merci. donc tu es le délégué général du SICTA-MUNSA, syndicat chez Total Énergie. Et donc avec toi, on va voir que la négociation, à la différence de ce que disait Nathalie sur le périmètre de la négociation, sur le pouvoir, la valeur ajoutée, etc., vous, la négociation, elle est circonscrite par accord. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous, le SICTA-MUNSA, a priori, vous ne l'avez pas signé cet accord sur le dialogue social. Mais il circonscrit la NAO au salaire. C'est bien joué par la direction parce qu'elle permet de faire l'impasse sur un certain nombre d'informations, notamment liées aux actions gratuites, qui pèsent très très lourd chez Total, puisque de mémoire, le COMEX se partage en moyenne 22 000 actions gratuites, les cadres dirigeants, après ça descend assez rapidement, quelques 5 000 ou 4 000 ou 5 000, et on arrive même des cadres de base, on va dire, qui sont à 200 actions gratuites, etc. Donc des deltas énormes et sur lesquels vous êtes complètement, là encore une fois, aveugle du fait que la NAO était circonscrite au salaire. Si on peut commencer comme ça, Bruno. Voilà, bonjour. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser. J'ai eu une interruption, une instabilité dans la connexion à mon domicile. J'ai dû partir, en gros, vous voyez, ça n'a pas l'air, mais c'est un bistrot, en fait. Je suis en souterrain, et oui. Bien là, joué. il y a une connexion, j'ai réussi à rattraper l'affaire. Mais néanmoins, c'est pas garanti qu'il n'y ait pas des fois du bruit de fond. Je vous prie de m'en excuser. Donc, essentiellement, j'ai raté la présentation de Nathalie. J'ai pris de m'en excuser, mais sinon, j'ai pu capter tout le reste. Alors, relativement à la question que tu as posée, et peut-être je vais même revenir un tout petit pas en arrière pour bien comprendre la situation de Total, pour ensuite répondre à ta question. Tout à l'heure, on a évoqué diviser pour mieux régner. Chez Total, la situation est parfaitement déclinée sous cet axiome. Premièrement, Total, c'est 36 à 37 000 personnes en France, mais en pratique, les négociations à un niveau relativement élevé ne concernent que 16 à 17 000 salariés, que j'appellerais un peu de manière triviale les riches, c'est-à-dire les mieux dotés, le reste étant les activités chimiques comme Hutchinson, pour lesquelles d'ailleurs il y a eu des mouvements sociaux tout à fait significatifs, et également tous les personnels dans la distribution des stations-service, de fuel, etc. Donc, dans ces 17 000 personnes, ça se décompose en plus en 3 unités économiques et sociales. C'est important parce que tout ce qui est expertise, vous avez 3 CSEC qui n'ont pas du tout les mêmes poids politiques dans chacune des circonstances. Donc, vous comprenez tout de suite que diviser pour mieux régner, c'est réussi. Et ensuite, vous avez le 3e niveau de division, c'est bien évidemment celui que nous connaissons tous, c'est entre syndicats, ça c'est l'évidence, et entre catégories. Et cette année, d'ailleurs, a été tout à fait extraordinaire par rapport à la pratique passée. J'y reviendrai. Alors, maintenant, pour répondre précisément à ta question, Rodolphe, effectivement, quelques mois après la ratification des ordonnances Macron, il y a eu une négociation d'un accord cadre en juillet 2018 qui a réduit, en fait, la NAO et j'ai revérifié tous les termes, une négociation obligatoire sur les salaires. Donc déjà, on réduit. Ensuite, dans l'expertise biennale qui a été évoquée tout à l'heure, le périmètre est exactement identique de l'expertise. Donc, vous ne parlez que de salaire, premièrement. Ça n'empêche pas, dans les NAO, comme on l'a vu cette année, ou la négociation obligatoire salaire, quand il s'agit de faire de l'amalgame, notre entreprise, notre employeur sait faire. Il nous communique un tableau avec l'ensemble des composantes de rémunération, enfin du moins prétend-il, et dire mais regardez, vous êtes tous très bien payés. Donc vous voyez, ils intègrent négociation et ça ne les empêche pas aussi d'intégrer des évaluations à la dernière minute, enfin des estimations tout à fait fraîches de ce qui concerne l'intéressement et la participation pour poursuivre la confusion de la notion de rémunération, qui, rappelons-le, et ça c'est un des problèmes fondamentaux, n'est pas défini dans le Code du travail. Donc rémunération, ça veut tout dire et rien dire.
J'ajouterai enfin que dans les composantes qui sont indiquées dans l'entreprise, dans les informations qu'elle nous donne, ce sont des moyennes par catégorie, donc ce qui veut évidemment, ou des médianes, parfois ils ont progressé quand même, mais ce qui ne veut pas dire grand-chose. Eh bien, vous avez, il y a des omissions. C'est-à-dire qu'à partir de certains niveaux de poste, les salariés bénéficient d'une voiture de fonction. Et ça, ce n'est pas intégré, bien évidemment, dans les statistiques qu'ils fournissent. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Des périmètres ad hoc, choisis par l'entreprise, susceptibles de toutes les divisions et difficultés. Par ailleurs, et ça c'est le fin du fin de la confusion, c'est-à-dire que si le périmètre de la négociation s'applique effectivement au seul salaire, la direction octroie des informations, mais non cohérentes dans le temps, sur les parts variables et sur les actions gratuites. Alors, c'est tout un art, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire, dans un cas, on vous donne des statistiques au périmètre, selon les coefficients de la convention collective de l'industrie du pétrole, et dans d'autres cas, on vous donne des données en fonction des niveaux de poste. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas pouvoir recroiser les données et de ne pas avoir d'historique. Ça, c'est aussi de la confusion garantie. Et donc, on est en train de se promener entre des chiffres instables, peu significatifs, etc. C'est ce que j'appelle la statistique pour les enfants. Excusez-moi, une de mes formations, c'est d'être statisticien, donc ça m'agace particulièrement de voir ces manipulations grossières des chiffres. Alors, pour ce qui concerne maintenant des informations, elles, plus stables, eh bien, il faut aller chercher dans le document de référence ou rapport annuel, où là, la rémunération selon le code de commerce, c'est le paradoxe, il faut trouver ça dans le code de commerce, elle est définie, elle intègre d'ailleurs l'intéressement participation, les avantages divers, et là, on arrive à avoir une répartition des attributions des actions gratuites de manière stable dans le temps, mais à un niveau relatif seulement aux 17 000 salariés que j'ai appelés riches, le périmètre que j'ai évoqué, le premier périmètre que j'ai évoqué tout à l'heure. Et évidemment, on regarde, les informations sont quand même très agrégées. Et on ne regarde pas ce qui se passe pour les autres salariés. Et évidemment, à partir de cela, on fait un joli calcul de ratio d'inégalité, mais et comme ça, on dit tout va bien. Ben oui, parce qu'on a choisi pour que le dénominateur soit suffisamment élevé, puisqu'on ne regarde que les salariés les mieux dotés dans le groupe. Voilà ce périmètre. Alors, oui, je pense avoir répondu à la question. Merci Bruno. Alors, pour une petite transition, on arrive doucement vers la fin de ce direct. Il y a un cas, je pense que c'est pareil chez Michelin et en tout cas chez Total, c'est le cas. Depuis 4 ans, les cadres sont 100% individualisés et tu me disais que la direction pousse à fond le principe d'individualisation. Comment on s'y retrouve? Et après, ça sera l'occasion peut-être à Nathalie de revenir sur ce côté un peu, la complexité de l'individualisation et dans quelle mesure, comment il ne faut pas avoir peur de ça, il faut y aller, quoi. Bruno, là, alors, la complexité à appréhender l'individualisation. Oui, alors sur l'individualisation, au-delà d'un certain coefficient dans le passé, au-delà d'un certain coefficient, mais peu importe le coefficient, ça ne parlera pas, au-delà d'un certain coefficient dans le passé, vous étiez automatiquement individualisé, puis en dessous, non. Et puis après, vous pouviez sur option, être individualisé si vous étiez en dessous de cet indice. Et puis après, le fin du fin, c'est il y a 4 ans, ça a été tout le monde est individualisé. Et ça a été vendu, évidemment, par temporairement une part variable un peu plus intéressante, enfin une majoration. Mais évidemment, dans les situations de vache maigre qu'on a connues en 2020, ce n'était pas du tout la même affaire. Ensuite, pour ce qui concerne l'individualisation, les périmètres et les critères de part variable sont devenus très discrétionnaires. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que sur un même critère, vous m'entendez bien, sur un même critère, et par exemple sur un critère aussi sensible que les décès dans le cadre du travail, vous imaginez, eh bien, les règles d'attribution des parts variables pour les cadres n'ont rien à voir avec celles
attribués pour le président directeur général. Vous imaginez, c'est aussi vrai par exemple pour les émissions de gaz à effet de serre en Europe, Scope 3, enfin peu importe, on ne veut pas rentrer dans les détails, mais c'est absolument stupéfiant. C'est-à-dire, et c'est parfaitement assumé par la direction qui fait ça tout à fait fièrement. Donc, ensuite, donc vous voyez l'individualisation et les parts variables, tout ça, en fait, c'est du discrétionnaire. Plus grave encore, tout à l'heure, Laure a évoqué un certain nombre de choses sur les niveaux de poste, le lien entre niveau de poste, salaire, etc., essayer de s'y retrouver. Mais aussi, ce que nous constatons à l'occasion de nombreuses réorganisations qui ont lieu en cours en ce moment, c'est que on vous vend un niveau de poste quand vous arrivez dans un poste, ou dans le cadre de la réorganisation, on vous dit votre niveau de poste sera tant, et puis, quelques mois après, on vous dit, ben non, votre niveau de poste, il est inférieur. Grand classique, ce qui permet, comme ça a été dit, de ne plus augmenter les personnes. Alors, vous voyez, bon, fin du fin aussi, l'année dernière, a été instituée dans le régime de part variable. Vous avez une part variable collective et une part variable individuelle, 30% en collectif et 70% en individuel. Et bien, au sein de ces 70%, 30% des 70% sont sur la qualité managériale. Alors ça ne veut rien dire parce que il n'y a pas d'appréciation globale, tout ça est extrêmement flou. Et donc, on en est dans le discrétionnaire, du discrétionnaire avec diviser pour mieux régner. Donc, vous voyez, le principe est quand même assez ennuyeux. Pour la négociation, j'en dis un mot quand même, parce que cette année a été très particulière, alors que pendant des années, je dirais presque une décennie, ils ne voulaient pas entendre parler de talons, pour les bas salaires, justement, ils ne voulaient jamais en entendre parler. Et bien, cette année, ça a été mis en œuvre, et avec une hausse, une enveloppe globale de 3,5%, mais pour environ 30%, 30 à 40% de la population ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, finalement, grâce à l'effet talon, c'était plus que 3,5%. Et ça avait été, soyons clairs, très probablement préorganisé avec une organisation syndicale, ce qui a permis à la direction d'oser nous dire, écoutez, l'offre que nous vous donnons, 3,5%, elle est bonne jusqu'à ce soir si vous signez jusqu'à minuit. Voilà, vous voyez le genre de choses, alors qu'il nous avait dit exactement l'inverse quelques jours auparavant. Bien. Voilà. Ok, merci Bruno, merci de ton intervention. Alors, il nous reste, je vous propose qu'on rajoute, alors Stéphane, toi tu as une contrainte à 10h30, et donc moi je vous propose peut-être donc de Stéphane, donc tu pourras réintervenir d'ici là. Je vous propose de prolonger de 10 minutes. Je pense qu'il y aura matière à prolonger de 10 minutes, donc pour celles ou ceux qui peuvent, allons-y. Nathalie, par rapport à quand on préparait ce live, ce direct, tu m'expliquais que les représentants des salariés ne pouvaient pas faire l'économie de plonger dans la complexité des systèmes de gestion des rémunérations qui sont de plus en plus complexes, mais il faut y rentrer, et un peu ce qu'expliquait Bruno, le côté sur l'individualisation, comment on y voit clair et comment on appréhende le truc, quoi. Oui, alors effectivement, puisque alors le système que l'on retrouve finalement à peu près partout, c'est cette méthode de gestion des rémunérations qu'on appelle méthode A, en fait, qui est aussi Hewitt, Mercer, enfin il y a plusieurs cabinets qui proposent ce genre de méthode. Alors, elle est complexe. L'avantage, c'est qu'elle est la même partout. C'est-à-dire que, enfin, c'est tout à fait étrange, c'est-à-dire que dans toutes les entreprises, on a exactement le même fonctionnement. On ne peut pas faire l'économie d'aller dedans puisque de toute façon, c'est le mode de pilotage à la fois de la détermination du salaire fixe, du calcul du variable, de l'attribution des augmentations. On attribue même parfois des notes de potentiel. On a une note d'évaluation plus une note de potentiel. Et avec ça, on va même gérer les évaluations, les promos, enfin toute la carrière, et même on va voir après qu'on va pouvoir plugger là-dessus de la gestion de la formation. Enfin, voilà, tout ça va être géré ensemble. On ne peut pas en faire l'économie parce que, je veux dire, sauf à vouloir dire qu'on veut le renverser, bon, c'est une option, mais en tout cas, si c'est comme ça dans votre entreprise, vous ne pouvez pas faire l'économie de chercher à le comprendre.
Deuxièmement, ces systèmes, ils sont très individualisés, mais en même temps, ils sont très cadrés. Et ils peuvent donner l'illusion, en tout cas les directions vont souvent le vendre en disant que c'est très équitable puisque c'est très cadré. Si vous êtes en dessous de la médiane, au-dessus de la médiane, il arrivera ci, il arrivera ça, il y a des salaires mini, maxi, etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, ces systèmes vous font évoluer dans ce qu'on appelle des bandes, des tranches de rémunération autour d'un comparatio, un salaire de référence. Je vois que Laure sourit, ça doit lui parler. Et qu'en fait, en général, entre le mini et le maxi, on fait moins 20, plus 20%. C'est-à-dire que vous ne résolvez aucun problème d'équité par ces systèmes. Parce que quand on a 40 points d'écart sur un même métier, autant vous dire qu'on peut avoir des écarts de rémunération massifs. Que ça soit, on ne va pas résoudre avec ça les questions d'égalité homme-femme, les questions de discrimination syndicale, toutes ces questions-là ne peuvent pas être réglées par ces systèmes. Et donc, c'est des systèmes qui sont complexes, mais on ne peut pas faire l'économie, comme vous l'avez fait donc chez Michelin, de rentrer dedans et de les comprendre complètement. D'autant plus que dans ces systèmes-là, en fait, les managers ont une vie très compliquée parce qu'ils doivent annoncer des augmentations ou des variables dont ils ne comprennent pas forcément toujours très bien les tenants et les aboutissants. Les RH sont privés également de beaucoup de leur capacité d'action, puisque finalement, à part rentrer dans cette grande moulinette, ils n'ont pas quand même beaucoup de décisions à prendre. Ils n'ont pas beaucoup d'efforts à faire, on va dire, pour créer des systèmes, être dans l'expertise RH vraiment. Il faut qu'ils fassent tourner ces machines-là. Donc, voilà, dans tous les systèmes. Donc, le message, pour conclure, c'est que quand vous avez des accords qui disent augmentation générale, il y a eu cette question dans le chat pour telle catégorie, et puis pour telle autre augmentation individuelle, c'est très fréquent, c'est ce qu'on voit aujourd'hui le plus couramment. Eh bien, si dans un accord, il y a augmentation individuelle avec une enveloppe, eh bien, il faut massivement interroger la direction. Quels sont les critères d'attribution ? Quand se déroulent les augmentations? Quel est le lien entre l'augmentation et l'évaluation et l'augmentation? Quelles sont les augmentations maximales? Est-ce qu'il y a des consignes données aux managers? Est-ce qu'il faut être discriminant, c'est-à-dire donner peu d'augmentation mais forte? Ou est-ce qu'il faut saupoudrer, augmenter tout le monde un peu pareil? Bon, d'ailleurs, entre parenthèses, si on saupoudre, c'est comme si on faisait une augmentation générale. Hein, donc, bon. Mais en tout cas, si vous êtes dans une entreprise où la direction vous dit pour telle catégorie, ça sera des augmentations individuelles, eh bien, il faut questionner sans relâche pour comprendre le lien entre ces augmentations et l'évaluation ou la gestion du personnel dans l'entreprise. Un petit exemple tout bête, on voit des entreprises où les entretiens d'évaluation se font après l'attribution des augmentations. Bon. Là, vous pouvez vous dire qu'il doit y avoir d'autres critères qui vous échappent. Mais en tout cas, c'est quand même… Donc, il faut aller sur les processus, même si parfois c'est compliqué et ce n'est pas forcément le terrain sur lequel on est le plus confortable quand on est un représentant du personnel, parce que la direction est archi à l'aise là-dessus, elle fait ça tous les jours, donc elle est très à l'aise et elle n'a pas envie de communiquer. Donc, c'est dur à comprendre, mais c'est indispensable. Voilà. Alors, Nathalie, peut-être, Laure, dans quelle mesure ça te parle, ce que dit Nathalie? Est-ce que tu as entendu de la part de Bruno Oui, complètement. Et c'est vrai que nous, la réponse qu'on y a trouvée, c'est de se retrousser les manches et de travailler beaucoup pour comprendre, analyser. Et on fait le travail même pendant la NAO. Et finalement, c'est toute l'année. Nous, on a mis en place un pôle finance et on prépare nos négociations tout le temps. Là, on vient d'ailleurs de faire une enquête pour demander aux personnes ce qu'ils pensaient de la proposition NAO 2022. On repart de cette base pour établir nos revendications. On a segmenté d'ailleurs qui est content, qui n'est pas content et pourquoi. Donc, c'est vraiment un travail de fourmi. On le compense comme ça. Après, on a du réseau aussi. Ce qui est important pour une OS, c'est de développer son réseau avec de la confiance et de pouvoir récupérer un petit peu d'informations. De nos militants adhérents nous transmettent quand même pas mal d'informations, notamment cette affaire de baisse des médianes là, qui est une vraie nouveauté début 2022. Alors, je ne sais pas si ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir si Nathalie et Julien le constatent sur les autres panels on a été très surpris de voir baisser les médianes marché. Et on l'a détecté grâce à notre réseau. En fait, c'est très intéressant ce système, c'est que en fait, le marché, ça n'existe pas en vrai.
Le marché, c'est juste l'agrégation des salaires de votre panel. Et donc, si dans vos entreprises, pour les niveaux, on va dire, cadres du milieu ou de début, toutes les entreprises disent on va les payer en dessous du marché, ben, de fait, le marché va baisser. Je veux dire, et à contrario, si pour les cadres dirigeants, tout le monde dit on va vous récompenser, on va vous payer au-dessus du marché, eh bien, de fait, le marché va monter. Et l'année d'après, il va encore falloir les augmenter pour suivre le marché. Donc, en fait, c'est vraiment les pratiques des entreprises qui disent ce qu'est le marché. Mais le marché en soi, ça n'existe pas, en fait. C'est ça qui est vraiment troublant avec cette méthode. Julien, si tu Par veux contre, je m'enflamme un n'hésite peu là. Après. Julien, n'hésite pas hein, si tu veux intervenir. Oui, mais après, c'est effectivement pour peut-être compléter ce qu'indiquait Nathalie, ce qui est aussi souvent quand même préjudiciable, c'est effectivement cette notion de référence à des marchés ou des codifications finalement ou des échelons qui ne sont pas toujours effectivement toujours très simples, notamment quand on est sur des comparaisons internationales. Hein, c'est des points qui ont été évoqués dans le cadre du chat, qui effectivement renvoient parfois à des complexités ou des comparaisons qui sont pas justes ou pertinentes. Donc ça, pour le coup, c'est vrai que ces méthodologies qui sont calquées, qui d'ailleurs effectivement renvoient effectivement parfois à des et ça c'est une difficulté. Hein, je crois qu'il y avait aussi un point qui avait été évoqué dans le cadre du chat sur ce sujet-là. C'est effectivement parfois pour derrière ces méthodologies on s'y appuie, notamment pour pouvoir exclure certaines évolutions ou augmentations avec des quotas qui sont évoqués effectivement en haut, en bas ou en milieu, enfin peu importe en tout cas. Et ça, c'est effectivement des sujets qui ont donné lieu quand même à certaines jurisprudences qui sont venues contrecarrer justement cette application d'une manière rigide et stricte de ces méthodes pour effectivement derrière déterminer a priori des systèmes d'évaluation qui seraient rigidifiés et fixés. Donc ça a donné lieu quand même à un certain nombre de jurisprudences dans l'application de ces méthodes finalement qui malheureusement tendent à s'étendre, se généralisent et ont vocation un petit peu à faire force de loi, mais qui sont souvent quand même sujets à forte critique sur la manière dont elles sont élaborées ou appliquées. Donc ça, il ne faut pas s'en priver, je pense, dans les entreprises, y compris à questionner le système de référence, parce que c'est ce qui permet de pouvoir un peu peut-être sortir du cadre. Alors, il y a une question qui est posée sur le côté, sur les variables, les directions qui vont changer de façon unilatérale les modes de calcul du variable et sans information des CSE, etc. Ça, dans quelle mesure c'est complètement légal, Nathalie, ou Julien, c'est ce côté. Et c'était un point également, Laure, tu pourras peut-être y revenir rapidement. C'est par exemple chez Michelin, la direction plafonne l'intéressement à 5% de la masse salariale, alors qu'avant c'était 10% pour privilégier une approche mondiale de la redistribution de la performance collective, on va dire. Et sauf que dans le cadre de cette approche mondiale, ils ont complètement la main sur les indicateurs, les clés de répartition, ils les gèrent à leur main sans mettre dans la boucle les OS. Oui, nous, on vient de le vivre, en fait, puisque la rémunération variable a été totalement modifiée il y a 2 ans. Et en plus, la France était pilote pour l'application. Alors, c'est mal tombé, puisque c'était l'année Covid. Et on nous a démontré qu'ils avaient la main du moment que les niveaux d'atteinte étaient les mêmes que ceux qui étaient dans les contrats de travail. Et les OS n'ont pas été associés. Donc, on a débouché sur un système qui a eu quelques avantages, puisqu'on a introduit un bonus groupe pour les bas salaires qui n'en bénéficiaient guère. Ça, c'est plutôt une bonne chose, mais 2%. Et on a obtenu un système qui, par contre, génère des variables exponentielles dès qu'on monte dans les catégories de cadres supérieurs. C'est complètement fou. Cette année, il va y avoir des variables payées aux cadres, et pas les dirigeants, mais plutôt les niveaux… ça ne représente pas énormément de personnes, mais ce qu'on appelle la catégorie cadre-groupe chez nous, ils vont avoir des variables qui sont, même par rapport à un cadre moyen, 4-5 fois, voire jusqu'à 10 fois supérieures. Donc, il y a une espèce d'homogénéité qui s'est créée entre les cadres moyens, les techniciens et les ouvriers. Ça, on est dans une fourchette, mais par contre, la courbe, elle fait ça quand on monte. Et on n'a pas eu la main, on n'a rien pu faire. Et en plus, il y a eu comme conséquence de passer l'intéressement, alors qu'en plus, l'intéressement, ça a intéressé tout le monde, c'est défiscalisé, c'est exonéré d'une partie des charges sociales. Donc, pour le salarié, c'était quand même un bonus intéressant. L'enveloppe d'intéressement est passée de 10 à 5,65%.
Alors, c'est peut-être pour… pardon. Vas-y, Bruno. Micro. Ouais. Oui, merci. Je crois que quand on échange, on se rend compte que, comme l'a dit Nathalie, le marché, ça ne veut rien dire. Je partage tout à fait cette approche, d'autant plus que les NP, comme je vous l'ai dit, c'est des variables finalement, elles-mêmes discrétionnaires. Les NP, niveau de poste, excusez-moi. Je pense quand même qu'il faut, c'est tout à fait symptomatique l'évolution que l'on voit, parce que là, on est plusieurs à partager la même chose et c'est malheureusement très développé. L'idée de l'inégalité exponentielle, c'est un grand classique hein, dans l'analyse de toute inégalité, c'est ça. Et vous savez, quand vous regardez les 1% des 1% les plus riches, ça n'a rien à voir avec les 99% des 1% les plus riches. C'est la même chose. Et il y a un développement, ça, c'est quand même ça qui est intéressant et c'est presque une approche macroéconomique qu'il faudrait en analyse de l'inégalité, c'est qu'il y a un développement massif des inégalités sous couvert de performance, d'individualisation dont les périmètres sont fort mal définis, comme on en discutait. Et je crois que, alors on peut se donner beaucoup de mal à tenter de faire des statistiques, individuellement, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a un biais. C'est-à-dire que le biais, ceux qui vous répondent, en général, ce sont les mécontents. Et s'ils sont contents, ils disent rien. Donc, ça ne dit pas toute l'histoire. C'est ça le paradoxe, hein, c'est-à-dire que les chiffres qu'on produit soi-même, il faut quand même être prudent. Mais l'extrême mauvaise, enfin la déloyauté, que ça a été employé tout à l'heure dans le chat par Monsieur Sportes, et l'opacité sont quand même des indices très forts que ce qu'on peut observer à partir de nos propres chiffres reflète une réalité, une vraie réalité, entre guillemets, pas seulement un artefact statistique dont nous pouvons souffrir ou dont les employeurs sont experts de la maîtrise. Et rapidement, Bruno. Merci. Et je pense que si vous voulez, il y a un sujet de fond. Je dois vous dire, là, j'ai lu un article plus tard qu'hier, ou même ce matin, sur l'analyse du salariat dans le monde. C'est quand même, les perspectives sont quand même tout à fait inquiétantes. Et la technique du monde aussi, ça c'est pas mal. Nous aussi, on a eu pour la première fois une prime mondiale annoncée un mois avant le début de la NAO, 500 $ net dans le monde, mais pas Hutchinson. Hein. C'est-à-dire ça enlève quand même une grande partie des salariés, près de 30 000, quelque chose comme ça, dans le monde. C'est aussi une technique, comme ça a été mis aussi dans le chat, pour noyer le poisson. C'est-à-dire on fait les grands généreux dans le monde, mais les situations, on le sait, des coûts de la vie dans chacun des pays n'ont strictement rien à voir. Voilà. Et d'une certaine manière, il y a les analyses qu'on peut faire, nous, soit avec un expert, quand c'est possible, mais il y a probablement une analyse beaucoup plus profonde qu'il faudrait faire, mais là, au niveau national, voire européen. Et ça manque profondément pour attester ce dont nous sentons tous les manifestations les plus criantes. Merci. Merci. Moi, je voudrais préciser qu'on a beaucoup de comptants qui nous répondent aussi parce qu'on a installé l'enquête sur tellement d'années, mais c'est beaucoup de travail. Voilà. Parfait. Merci à toi Laure, merci à toi Bruno. Bon, Stéphane nous a quittés. En fait, je voulais pas. Et en fait, il avait jusqu'à 10h30, donc il aurait pu rester, mais il est parti. Donc, bon, Stéphane, voilà. Je profite. Bien sûr, vous aurez un compte rendu et vous aurez les mails, l'ensemble des intervenantes et intervenants. Donc, vous aurez les coordonnées de tout le monde avec la présentation qui a été faite. Donc, vous aurez tout ça. Il n'y a aucun problème. On va passer à la fin. Donc, gentiment, Julien, ce que tu as pu écouter, ce que ça t'a inspiré, tu as fait l'introduction et voilà, à toi la synthèse un peu. Okay. Bon, la synthèse, c'est pas facile parce qu'il y a eu beaucoup de choses et je trouve effectivement c'était très riche sur les interventions avec des cas vraiment intéressants à évoquer, particuliers à chaque fois, mais qui sont effectivement très, très intéressants. Même je vois dans le chat, il y a eu beaucoup de remarques ou de questions un peu annexes et c'est vrai que cette question de toute façon des rémunérations ou des NAO soulève toujours beaucoup de questions et c'est normal, hein, c'est le quotidien de tout le monde, hein, le salaire à la fin du mois, qu'il reste quelque chose à la fin du mois, c'est quand même important.
Donc, d'où l'idée qu'avec Rodolphe, on ait pu effectivement animer, par exemple, cette thématique antérieurement sur les fiches de paye, mais c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. En tout cas, c'est pas au sein du cabinet, on travaille régulièrement sur ces points-là. Bon, après, peut-être, je ne sais pas si je dois faire un petit point de conclusion, alors, je ne sais pas si c'est de synthèse, mais en tout cas, peut-être de point de conclusion, mais c'est vrai qu'on avait, on l'a noté, le contexte est vraiment difficile aujourd'hui, d'autant plus, donc on voit que les revendications sont exacerbées, et c'est normal, à nouveau, le contexte invite à ça. Et ça invite d'autant plus à ça qu'effectivement, ça revient aujourd'hui à peut-être essayer d'approfondir ou d'améliorer la manière dont on peut mesurer, chiffrer les demandes. C'est vrai que c'est toujours aussi un peu délicat. Là, pour le coup, peut-être nous, on l'évoque peut-être plus en termes peut-être un peu techniciens du chiffre sur ces aspects-là, mais je pense que c'est important parce que c'est ce qui va venir asseoir et parfois crédibiliser aussi des négociations. C'est pas toujours évident, mais c'est aussi des sujets très utiles. Bon, sur la question des données à recueillir, sur la question effectivement de la pertinence et de l'utilité de ces données, c'est extrêmement important pour venir autour de la table avec des propositions qui derrière pourront faire mouche sur la base de ces informations. Donc indéniablement, aujourd'hui, on a un effort important qui porte sur la question du pouvoir d'achat. C'est indéniable avec des prix divers et variés. Il y a des efforts peut-être complémentaires qui sont en cours à l'échelle de certaines branches, mais on voit bien que ça reste encore compliqué dans les entreprises avec des écarts très importants sur les efforts qui sont produits, et y compris pour tenir compte notamment de ces thématiques, par exemple, de l'inflation. Les raisonnements autour des primes, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est des sujets qui peuvent être effectivement intéressants au pouvoir d'achat immédiat, mais qui posent des questions sur à l'arrivée, sur le financement des régimes assurantiels, par le biais des cotisations. Il y avait des sujets autour des CICE, mais ça se pose malgré tout à l'arrivée. Et on voit la tentation est grande, y compris là dans cette période électorale. On voit, il y en a certains qui commencent déjà à évoquer des sujets, de pouvoir envisager d'avoir des réajustements pour faire revenir à des notions un peu d'équilibre des régimes. Donc, déséquilibrer par différentes actions et envisager ensuite de les rééquilibrer sur d'autres manières, ça peut poser effectivement beaucoup de questions. Bon, l'individualisation aussi soulève aussi beaucoup de sujets. Ça a été évoqué notamment dans les 3 entreprises qui étaient indiquées. C'est sûr que ça pose des questions sur, y compris la transparence de ce qui est appliqué dans ces individualisations, notamment effectivement sur l'appréciation aussi subjective à qui c'est attribué, les modalités, les systèmes d'évaluation qui sont sous-jacents à ces attributions, y compris individuelles. Ça pose question. Et globalement, quand même, ça a aussi j'ai envie de dire aussi, impacte nécessairement aussi les réflexions qu'on peut avoir sur les notions un peu de collectif de travail. Parce que plus on accroît l'individualisation, et puis à un moment ou à un autre, effectivement, ça devient plus difficile. On l'a vu peut-être sur d'autres choses dans le cadre de cette crise sanitaire, avec notamment dans certaines entreprises, en tout cas, la question un peu du télétravail qui se posait sur le flex office, sur des sujets comme ceux-là, sur la difficulté parfois à maintenir ou à améliorer le collectif de travail. On voit quand même qu'il y a un travail sur les rémunérations d'individualisation qui vient quand même contrecarrer un peu toutes ces questions-là quand même sous-jacentes. Et ça, c'est vrai on a toujours une difficulté à isoler les sujets. Il faut les travailler un peu en transverse parce que c'est à l'échelle de l'entreprise, le social est très large. On ne touche pas qu'évidemment la partie rémunération. Voilà, donc après, je finirai peut-être sur un point. C'est sûr que dans le côté un peu chiffré, mesuré, c'est aussi cette question un peu parfois un peu de relativiser et comparer les efforts qui sont alloués, prévus, consentis, entre guillemets, parfois présentés comme consentis par les entreprises aux salariés par le biais effectivement de certaines NAO, mais on sent ce côté consenti au regard, par exemple, effectivement, de ce qui est consenti à certaines catégories, on va dire, de parties prenantes au sein de l'entreprise ou du groupe sur soit des directions, soit éventuellement des actionnaires. Et ça, je pense que c'est aussi des points qu'il faut régulièrement remettre au bout du jour. Il y avait un point qui était évoqué également dans le chat, c'était effectivement la question du partage de la valeur ajoutée. Mais je pense que c'est un des sujets qui souvent en fait un peu éclipsé dans le cadre des NAO et pour le coup qui permet quand même parfois de pouvoir avoir aussi quelques leviers de négociation complémentaires en resituant globalement cet impact salarial dans l'entreprise globalement et surtout de sa santé financière. Donc c'est des points à notre sens qui sont nécessaires d'avoir quand on devient NAO pour pouvoir peser au mieux au plus, même si on sait que le sujet reste très difficile en permanence. Voilà, donc si je voulais peut-être essayer de présenter quelques éléments de conclusion,
c'est ça. Merci Julien. Merci à Tandem d'avoir permis à cette matinée de se dérouler. Merci alors Bruno et Stéphane d'avoir apporté vos partages d'expérience qui, j'espère, vont profiter. Compte rendu à suivre, replay automatique pour ceux qui sont là, avec les contacts, avec la présentation. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Merci à vous de votre participation dans la salle. Vous étiez nombreux, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains. Vendredi, il y en a encore. Et enfin, tous les vendredis, il y a des lives, donc n'hésitez pas. Écoutez, merci à tout le monde et bon week-end à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Merci à toi aussi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bientôt.